Sommes-nous vraiment maîtres de nos décisions et existe-t-il des méthodes pour pouvoir déjouer les pièges de notre cerveau? Alors pour répondre à cette question, quoi de mieux que d'être mis à l'épreuve par un magicien et un mentaliste? Et ça, c'est juste après ça. I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose que nous fassions chauffer nos neurones grâce à mon invité du jour, Alex. Bonjour Alex. Bonjour Clément. Wow. Ah, ça commence bien. Ah oui, oui, je commence directement avec les illusions sur le cerveau. D'autant plus que celle-là, elle ne marche quasiment que par caméra, donc autant en profiter. Bon, autant en profiter. Alors Alex, justement, tu es magicien, tu es mentaliste, tu es conférencier. Pourrais-tu nous dire justement d'où t'est venue cette passion et comment même tu as décidé d'en faire ton métier? Alors la passion, pour moi, c'est venu très tard en fait, parce que beaucoup de magiciens ou magiciennes, hein, si on leur pose la question, ça va être vers 6, 7, 8 ans. J'avais un père, grand-père, oncle qui me faisait apparaître des pièces derrière les oreilles, et à Noël ou pour mon anniversaire, j'ai eu une boîte de magie, j'ai adoré ça. Moi, c'est venu D'accord. beaucoup plus tard, j'avais plus de 20 ans, c'était mon premier job, une soirée entre collègues. Et un collègue, à la fin de la soirée, tout le monde savait qu'il faisait un petit peu de magie. Moi, j'étais nouveau dans la boîte, je ne le savais pas. Ouais. Et il a fait quelque chose, une histoire avec un effet magique très fort. Et j'ai eu un déclic en me disant, bah, s'il peut le faire, bah, moi aussi. Tout bête, quoi. Génial. Et ça a été le déclic. Mais ce qui m'a vraiment, vraiment accroché, c'est de rencontrer des maîtres aux États-Unis, Mhm. Eugene Burger, qui est décédé en 2018, et Lawrence Haas, qui, eux, sont philosophes, étaient professeurs des religions, et qui combinaient ça avec la magie. Ce qui fait que eux, ils allaient puiser dans les racines de l'histoire de la magie, à quoi servait cet art en fait, et le réactualiser aujourd'hui en faisant passer à la fois des effets magiques et des histoires et des petites pensées, sagesse et d'autres moments de philosophie. Et ça m'a vraiment accroché. Super. Impressionnant. C'est vrai que c'est toujours fabuleux de connaître le parcours qui nous amène à arriver vers des métiers, notamment des métiers de passion. Et c'est vrai que c'est magique, justement, d'en arriver jusqu'à la magie. Et c'est vrai qu'on avait récemment eu une discussion passionnante sur les pièges que peuvent nous tendre notre cerveau. J'avais notamment fait une vidéo auparavant sur comment prendre les bonnes décisions et les biais décisionnels. Et on a eu une discussion passionnante autour de ça. Et justement, est-ce que tu serais OK pour nous montrer, toi avec tes grands pouvoirs de mentaliste et de magicien, certains de ces pièges? Non, fin de la vidéo. Tant pis. Bon, ok, Bon ben. c'était facile. Bon, ok, c'était facile, c'était facile. Mais oui, bien sûr, Clément, amusons-nous. Ah. On va faire un petit jeu psychologique avec toi. Oh. Ah oui, oui, oui. Tu vois, ici, j'ai deux pièces. Alors, je vais te les mettre en gros plan. Il y a une Ouais. pièce en cuivre Mhm. et puis j'ai une pièce en argent. Ouais. Et le petit jeu auquel on va jouer, c'est très simple. Je vais prendre une de ces pièces et je vais essayer d'anticiper tes choix. Là, je te connais un petit peu. Voilà. On va voir. Le premier, c'est vraiment presque du hasard, hein. J'ai une chance sur deux. Est-ce que tu préfères l'argent? Est-ce que tu préfères le cuivre? Argent. Dis-moi. L'argent, c'est bien ce que je me disais. Ok. Alors, la deuxième, c'est là où ça devient un peu plus rigolo parce que là, tu vas te dire, alors, il s'attend peut-être à ce que je change, alors je vais essayer de le bluffer, mais ici, il pense ça, je vais essayer de le contre-bluffer, donc je vais prendre. Bref, argent ou cuivre, à ton avis, Clément? Bon ben argent. Argent, Oui. c'est tout à fait ça, effectivement, c'est tout à fait ça. Là, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Pour l'instant, tu rentres dans les statistiques, c'est parfait. Euh, on va le faire encore deux fois hein, pour aller un peu plus loin dans les stats. Argent ou cuivre, allez. Bluff, Les cuivres. contre-bluff, double bluff, anti-bluff. Allez, cuivre. Cuivre, c'est exactement ça également. Ah, ça, c'est intéressant. Allez, une petite dernière, une petite dernière. Cuivre ou argent, Clément? Argent. Tu me déçois là. Ah. Tu me déçois. Bon, en même temps, tu peux dire à chaque coup, j'avais une chance sur deux, hein. Donc, dans les statistiques, on a joué 4 fois. Si j'ai bon 2 fois, c'est déjà pas mal. C'est dans les stats. Ce qui est par contre un peu moins probable, c'est que ici, là, j'ai un petit papier qui dit que avec Clément, nous serons en phase, en phase, en phase, puis plus en phase. Oh. D'accord.
Waouh! Ah oui, impressionnant. Ah oui, quand même. Donc, je suis aussi prévisible que ça. Mais en fait, j'allais dire la bonne ou la mauvaise nouvelle, ça dépend de quel côté on se met, c'est qu'on est tous comme ça. Ouais. Il y a un psychologue américain qui s'appelle Dan Ariely qui dit qu'on est irrationnel de manière prédictible. C'est d'ailleurs le titre de son livre original en anglais. Et ça s'explique beaucoup par nos systèmes de pensée et les biais Mhm. cognitifs que tu évoquais tout à l'heure. On trouve un ensemble de jeux psychologiques qui arrivent à jouer sur les statistiques. Et ce que je trouve intéressant, c'est que pour nous, ce sont vraiment des illusions. Pour nous, individus. Oui. C'est-à-dire que moi, j'ai des biais, j'ai beau les connaître, je sais comment les utiliser au mieux pour te faire vivre une expérience de magie ou de mentalisme, mais malgré tout, je suis toujours victime de ça, parce que c'est comme ça que notre cerveau fonctionne. Ouais. Et souvent, quand on réfléchit, quand on a un avis, quand on fait un choix, on se dit, ben oui, mais mon choix, il a été éclairé. Alors, il peut venir des émotions, il peut venir de mon raisonnement, il peut venir de mon histoire, il peut venir du contexte, il peut... Bref, j'ai pris un choix délibéré qui est unique et qui est mon propre avis. Alors qu'en fait, il y a beaucoup de choses où on a des raccourcis de pensée, qui sont ces biais cognitifs. Et on parle de biais cognitifs quand en fait on constate une erreur, c'est-à-dire une déviation entre ce qu'on aurait choisi rationnellement dans notre propre intérêt, dans notre meilleur intérêt, et que cette erreur-là se reproduit plusieurs fois chez la même personne, voire plusieurs fois chez plusieurs personnes. Sinon, c'est juste une erreur. C'est pas juste un biais cognitif. D'accord. Et vraiment, on a des jeux statistiques comme ça. D'ailleurs, on peut jouer, si tu veux, avec ceux qui nous regardent dans la vidéo Ah oui? pour Est-ce rigoler. que ça Comme vous ça, vous tente? pourrez... Voilà. Donc, ceux qui regardent la vidéo, ce que vous pourrez faire, je vais vous demander de penser à une image. Vous prenez la première. Alors, je ne vais pas demander à Clément parce qu'en fait, quand on a eu la discussion passionnante la dernière fois, je lui ai fait ça. Donc, comme il connaît les questions et les réponses, ça ne va pas marcher avec lui. Ça, c'est normal. Bon, je Donc, voilà. m'éclipse. Donc, toi, tu as le droit de ne pas jouer, Clément. Écoute, c'est D'accord. juste pour ceux qui nous regardent. Vous écrivez dans les commentaires après vraiment la première chose qui vous vient à l'esprit. Alors vous pouvez essayer de déjouer et de penser un peu plus, etc. Oui, ça va, c'est sûr, ça va déjouer les statistiques, mais le but du jeu n'est pas de vous tromper là-dessus, c'est vraiment de vous montrer qu'on est nombreux. Donc la première image, quand je vous dis un animal sauvage, et vous écrivez sur un bout de papier, puis après en commentaire, et vous me direz surtout si vous avez pensé à un lion ou à un tigre. Ensuite, pensez à la première couleur qui vous vient à l'esprit. Et vous mettrez en commentaire si vous avez mis du rouge ou du bleu. Et ensuite, une forme géométrique simple, hein, comme un carré, un rectangle, quelque chose comme ça. Et pareil, vous mettrez en commentaire si vous mettez un rond ou un triangle. Parce que statistiquement, ces réponses-là, ce sont les réponses que les gens donnent à ces questions. Et c'est ça qui est assez fort, c'est que quand on voit justement la masse, donc si vous commentez tous avec ces réponses-là, on va voir qu'il y a beaucoup de similitudes et de se dire, OK, on a effectivement un système de pensée qui est automatique, qui est ce qu'il est, mais qui parfois nous joue des pièges. Et ça, c'est le thème dont tu voulais parler sur la prise de décision. Exactement. Waouh. Donc en fait, on a beaucoup de personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, qui sont soit des dirigeants d'entreprise, soit des managers, soit des personnes qui ont envie justement d'évoluer dans leur carrière. Et quels conseils leur donnerais-tu pour pouvoir les aider à mieux prendre leurs décisions? Alors, ça va être difficile de tenir ça dans le timing qu'on s'est donné. Allez, Le mieux, c'est venez me voir. Non, bon, d'accord. voilà. Non. La première chose, je pense que ce qu'il faut faire, c'est accepter son humanité. Accepter le fait que on est comme ça, on a des limitations, elles nous sont invisibles. Ok, voilà. J'ai une conférence spectacle qui explique comment est-ce que les neurosciences expliquent que notre cerveau peut expérimenter la magie. Et pendant ces conférences-là, j'ai des gens qui sont presque frustrés en se disant mais mon cerveau, pourquoi il bug comme ça? En fait, ce n'est pas un bug, hein. C'est juste la manière qu'il a trouvée pour nous permettre d'évoluer, de rester, à vivre quand on était encore dans la jungle. Et ces mécanismes-là sont encore présents parce que sur l'échelle de l'évolution, le cerveau n'a pas beaucoup évolué depuis qu'on est dans la jungle. Ça prend beaucoup plus de temps que les 400 000 ans que depuis qu'on est sorti de la jungle. Donc Ouais. la première chose, c'est accepter ça. C'est, voilà. On est imparfait, on a des limitations, on a des raccourcis de pensée, des fois ça nous mène à des erreurs. C'est comme ça, il faut déjà l'accepter. Et je pense que ça, c'est déjà pas mal. Ensuite, c'est du coup continuer sur cette voie-là, découvrir et comprendre. Qu'est-ce qui se joue derrière? C'est quoi les différents biais? Alors, en fonction des études qu'on suit, des classements, etc., on considère qu'on a entre 120 et 180 biais qui sont recensés aujourd'hui par les études scientifiques.
Bon. Ça fait une bonne petite dose, voilà, ouais, comme tu dis. Donc, en effet, on n'aura peut-être pas le temps de tous les voir. Non, même déjà dans mes ateliers de 30 minutes ou d'une heure, généralement, on en voit 3, 6, on en voit vraiment moins de 10, mais qui sont les plus critiques pour la prise de décision, puis après on voit comment les déjouer. Mais déjà comprendre un peu ces biais et lesquels jouent dans la prise de décision. Pour ça, il y a des livres qui sont très intéressants. Je pourrais te les donner ensuite pour que tu les mettes en description ou commenter ou envoyer-moi un email ou quelque chose comme ça. Et puis une fois que vous aurez compris un peu ce qui se passe, ben, il faut aussi encore aller un peu plus loin. C'est la troisième étape, le troisième conseil que je vous donnerai. Parce que connaître les biais cognitifs, savoir qu'on en a, ça ne nous empêche pas de tomber dans les pièges. C'est vraiment comme une illusion visuelle. Exactement comme le cube que je vous montrais tout à l'heure, ou alors cette illusion-là. Cette illusion-là, où normalement, vous allez me dire que le morceau le plus long, là, c'est le blanc. Ben, suivez bien, parce que maintenant, le morceau le plus long, vous allez me dire, c'est le violet. Et en fait, ils sont tous les deux égaux. Mais vous avez beau savoir que les deux sont égaux, si j'en remets un au-dessus de l'autre, parce qu'on a un système de perception visuelle qui est piégé sur cette illusion-là, on voit malgré tout celui du bas plus long. Donc il faut aller un peu plus loin que juste connaître ces biais cognitifs. Et la meilleure chose que je connais, moi, c'est un processus de prise de décision. Donc, c'est-à-dire décider sur comment on va décider. Et faire ça en avance, au calme, comme ça on a le temps de réfléchir à quels outils je vais mettre en place, quelles étapes je vais mettre en place pour déjouer chacun des biais cognitifs. Il y a des choses comme inclure d'autres personnes, parce que nos biais individuels sont des illusions pour nous-mêmes, mais c'est très facile de repérer les biais chez les autres, ou c'est très facile pour les autres de repérer les biais chez nous. Donc, par exemple, ça, prendre une décision de manière collective, pas forcément un consensus, hein, mais avoir un ensemble de personnes pour justement déjouer les biais individuels, c'est intéressant. Alors, ça amène des biais de groupe. Il y a d'autres risques à prendre aussi. Et à contrecarrer. C'est toujours le problème en psychologie, généralement, avec les yeux. Et dans ce processus de décision, il y a différentes choses qu'on peut mettre en place, y compris le fait de réévaluer sa décision. Parce que des fois, on décide de ne pas y aller, et c'est normal, ce n'est pas le moment. Mais il faut se mettre à un moment, se dire, OK, je vais réévaluer cette décision-là. Et pas tomber dans des pièges comme, je sais pas, Kodak par exemple, qui, à la fin des années 80, ils avaient déjà déposé un brevet pour la photo digitale. Ils étaient pionniers sur ça alors qu'ils connaissaient la photo argentique et ils étaient maîtres là-dedans. Et dans les années 80, il y a genre un rapport qui est sorti et qui mettait aujourd'hui, la technologie ne permet pas d'avoir une aussi bonne qualité que veulent nos clients, donc on n'y va pas. Ce sera trop cher pour nos clients, donc on n'y va pas. Et cette décision-là n'a presque jamais été remise en cause au final. Donc, c'est important d'avoir dans son processus de décision les outils pour contrecarrer les différents biais, mais aussi le fait de se dire, OK, je vais réévaluer cette décision. Est-ce que c'est toujours la bonne? Parce que le contexte, il change, le contexte change toujours, et des fois, la décision qu'on a prise n'est plus bonne. Pensez à la bonne stratégie d'investissement que vous aviez en février 2020, juste avant le confinement. Voilà, vous ne pouviez pas prévoir ça. La bonne décision, elle était prise en février 2020, mais il y a eu quelque chose qui est arrivé qui demandait de la revoir. Alors là, c'est un peu gros, je te l'accorde. Hein. Je pense que tout le monde s'est dit avec le confinement que oui, on va revoir pas mal de décisions, mais généralement, on ne les revoit pas comme ça parce qu'on est pris dans l'exécution, on a décidé quelque chose, on a mis en place une stratégie d'exécution, on est pris dans les tâches, on fait avancer les projets et on ne remet jamais en cause cette décision-là, alors que parfois, c'est important. Mais le fait qu'au plus on s'engage dans quelque chose, au plus ça va être difficile de se désengager. Parce qu'on va avoir l'aversion de la perte en se disant « Ouais, mais quand même, j'ai investi tout ça, je ne peux pas l'avoir fait pour rien. » Oui. La prochaine fois que vous vous dites ça, vous pensez à la guerre du Vietnam et les États-Unis. C'était exactement la même chose. Le piège de l'engagement, ça vient de me revenir, c'était vraiment se lancer. Ah oui, mais on a perdu, il y a autant de personnes qui sont mortes, on a investi autant, on n'a pas fait ça pour rien. Pour rien. Mais c'est un des trucs les plus difficiles, hein, parce qu'on est très, l'aversion à la perte est très très forte chez nous. Donc perdre quelque chose est beaucoup plus fort que gagner l'équivalent. Il faut, pour compenser une perte de 1000 euros, c'est pas un gain de 1000 euros pour dire on va jouer. Il faut que je puisse gagner genre 2000 ou 3000 euros pour pouvoir compenser cette crainte de la perte de 2000. Mmh. Donc voilà, je les récapitule parce que du coup, voilà, je parle beaucoup. Accepter son humanité et ses limitations. On est imparfait, on a des raccourcis de pensée, on a des biais cognitifs. C'est comme ça.
c'est pas cool, mais c'est comme ça. On va faire avec, on va faire au mieux. Les découvrir, les comprendre, qu'est-ce qui se cache derrière, c'est quoi les plus importants, c'est quoi ceux qui sont les plus critiques dans la prise de décision, et se définir un processus de prise de décision qui va nous donner des outils, des étapes, nous forcer en fait à contrecarrer nos biais, et va aussi nous inviter à revoir la décision après un certain nombre d'exécutions. Wow. En condensé, je te le fais. Oui, ouais, mais c'est des clés absolument essentielles que tu viens de donner, qui sont extrêmement précieuses pour pouvoir prendre les bonnes décisions, si la bonne décision existe, n'est-ce pas? En tout cas, Aussi, effectivement, et ça c'est vrai aussi que dans le processus de prise de décision, il y a aussi le fait de se dire, la décision parfaite n'existe pas. Il y a Exactement. toujours de l'incertitude, il y a toujours une part de risque. La bonne chose à faire, c'est que dans notre processus de décision, avoir les outils, les étapes qui nous permettent d'identifier au mieux les risques, de ne pas tomber dans un excès d'optimisme, qui est aussi un autre de nos biais cognitifs, où on est très optimiste pour tout. Alors pour ces projets, c'est super, parce que si on veut que nos projets réussissent, il faut être optimiste en soi et en ses projets, mais on a aussi tendance à être optimiste pour des choses qu'on ne contrôle pas. Et quand on est trop optimiste pour des choses qu'on ne contrôle pas, généralement, on ne prévient pas assez les risques. Et là, on peut prendre un plus gros risque que ce qu'on considère. Donc effectivement, se dire la décision parfaite n'existe pas, j'ai le droit à l'erreur. Alors droit à l'erreur honnête, en se disant j'ai fait le maximum que je pouvais dans les contraintes qui m'étaient données, parce que des fois j'ai des contraintes de temps. Je n'avais pas envie d'être à la place de nos politiques quand cette crise du Covid-19 est arrivée. Ils avaient des contraintes de temps très serrées, beaucoup de critiques de toutes parts, qui sont aussi quelques jeux de biais de chaque côté, leurs propres biais. Ce n'est pas une décision facile à prendre, mais voilà. Quelle était la meilleure décision à prendre dans l'ensemble des contraintes? Aucune décision n'est parfaite. Je fais, on va dire, voilà, on se donne un droit à l'erreur honnête, quoi. Oui. Parce que ça, c'est important. Alors, il y a une chose qui est assez intéressante, c'est que parmi les différents biais, il y a aussi le biais de statu quo, comme tu le sais très bien. Et c'est vrai que ce qui marque dans tout ce que tu viens de dire, c'est que finalement, il y a quand même une chose qui est importante, c'est à un moment, même si c'est imparfait, il faut prendre une décision. C'est-à-dire que finalement, le plus important, c'est peut-être de faire un choix, quitte à le réévaluer plus tard. Ça c'est pas faux, effectivement. Pour ça, ce qui est intéressant, il y a Eric Schmidt, donc le CEO de PDG de Google International, qui lui, son processus de décision, c'est Discord plus deadline. Donc il dit Discord, générer du débat, générer des interactions, avoir des points de vue qui sont confrontent, qui échangent, positivement bien sûr, c'est pas le but de se taper dessus, mais avoir le plus de points de vue, les confronter, ne pas oser remettre en cause ce que quelqu'un d'autre a dit, mais aussi une deadline. Il y a un moment, il va falloir décider. À un moment, on va décider, voilà, avec les éléments qu'on a, on a fait le plus, on a échangé, on a généré un ensemble d'idées. Et maintenant, voilà, on y va. Quels sont les risques? Comment on les prévient? On estime que le risque est trop grand, donc on reporte la décision à plus tard. On prend le risque, on réévalue le risque dans 3 mois, 6 mois, 1 an. Mais on prend effectivement une décision. Sinon, là, on tombe dans un piège aussi du consensus, qui est d'essayer de faire plaisir à tout le monde, qui est un des biais de groupe que j'évoquais très rapidement tout à l'heure. Autant c'est intéressant d'ajouter du collectif pour déjouer les biais individuels, autant un biais de groupe, c'est le fait que soit tout le monde pense pareil, soit on va essayer de faire plaisir à tout le monde, et alors on se retrouve avec une solution qui est un peu en demi-teinte et qui n'apporte pas vraiment. Alors il y a dans certains cas, c'est intéressant. Majoritairement, dans les cas que j'ai vus en entreprise, c'est rarement le cas. Ouais. C'est pas toi, mais moi, dans mon expérience, parce que c'est vrai, j'ai oublié de le dire, moi, j'ai une formation d'ingénieur informatique et 15 ans d'expérience dans diverses entreprises, dans des domaines d'innovation. Les décisions consensus, ça a rarement fait un grand changement, ça a rarement fait un grand succès. Je suis d'accord avec toi. C'est souvent la décision pour faire plaisir au patron. et qui, au final, parce que personne n'ose remettre en cause ses choix et ses décisions, mais au final, on arrive dans le mur très souvent parce que justement, il n'y a pas eu cet esprit critique. Ouais, il y a ça. Bon, après, il y a aussi le jeu de la hiérarchie, donc en fonction du patron, etc. Est-ce que je laisse un peu mes subordonnés s'exprimer et éventuellement donner un avis contraire? C'est là où le processus peut être intéressant, parce que si on a un outil ou une méthode qui force à exprimer des avis divergents déjà pour soi-même, ou qui force à étudier des solutions divergentes, là, on va être obligé d'exprimer des avis qui sont contraires à l'avis le plus global et le faire dans un cadre protégé et respecté.
ce qui était important. Mais aussi, pour moi, les biais cognitifs montrent que ça casse un peu le mythe du décideur qui décide tout seul et du patron, du coup, qui décide tout seul. C'est vachement plus intéressant, quand on voit l'ensemble des biais cognitifs, que le patron, il ne décide pas tout seul. Qu'il décide avec plusieurs personnes pour avoir des avis différents, pour être confronté aussi à ses propres biais, hein, à lui, et se dire, OK, il faut être ouvert à ça, quoi. Et je pense que c'est là où on va faire les meilleures décisions. Super. Alors, s'il y avait justement une leçon, selon toi, à retenir sur notre manière de percevoir le monde, quelle serait cette leçon? La perception du monde, bah, c'est justement ce avec quoi on joue en tant que magicien et mentaliste. C'est le but Bon, du jeu. pour ça que je te le demande. Ouais, mais c'est un rôle que les magiciens ont toujours pris dans l'histoire, hein. Tu prends les fakirs en Inde, c'est exactement ça. Tu prends les chamans en Amérique latine ou les hommes médecines des tribus natives amérindiennes, c'est exactement ça. C'est quelque part se désillusionner, mais pour proposer aux autres le fait de pouvoir montrer que pendant un moment, voilà, le monde, on le voit comme ça, bah, tiens, je vais te le montrer comme ça, là, maintenant, tout de suite, quoi. Et pour moi, ça veut vraiment dire que notre perception est complètement limitée. Et si vous étudiez le cerveau, vous allez voir que c'est complètement ça. Et notre vision est extrêmement limitée par nos perceptions, par notre système de pensée, par un ensemble de choses qui sont automatiques dans notre cerveau et dont on ne se rend pas du tout compte. Sauf quand on est face à un magicien, on peut voilà, jouer avec ça. Et encore une fois, du coup, pour moi, c'est de se dire, OK, on est imparfait en fait. On n'est pas cette vision parfaite telle qu'on l'a dans certaines littératures comme Shakespeare ou comme dans certains modèles économiques un peu anciens où on voit l'être humain qui prend des décisions rationnelles toujours dans son meilleur intérêt. Je veux dire, on est irrationnel de manière prédictive, donc voilà, Voilà. c'est comme ça, on peut le montrer, le démontrer, et s'amuser à plein de jeux là-dedans qui le démontrent. Donc c'est vraiment déjà accepter cette part d'humanité-là, être humble un peu, et puis chercher toujours à comprendre. Pour moi, à comprendre, à explorer, à se développer, à challenger un petit peu, à apprendre de nouvelles compétences pour du coup devenir le magicien de sa propre vie, le magicien de sa propre entreprise et altérer la réalité ou la transformer complètement pour aller dans le sens où on veut évoluer. Waouh. Merci beaucoup. Alors, Alex, pour conclure, où est-ce qu'on peut te trouver? Voilà. Bon, déjà sur le web, hein, mon Bien site sûr. web, je ne sais pas si tu veux le mettre en description, tu veux Oui, le je dire mettrai tous maintenant. les Là, liens en voilà, description. alex-si.com. Il y a aussi, vous pouvez me contacter sur LinkedIn, vous pouvez me trouver sur Facebook, Instagram. Enfin, voilà, je compte sur toi, Clément, tu vas mettre tous les liens. Oui, Ça me paraît beaucoup plus simple. Tout à fait, mais je pense que tout ce que tu viens de voir là est riche d'enseignements, notamment pour les entreprises. Tu fais des conférences auprès des entreprises, justement pour les aider. Peux-tu nous en dire un peu plus sur les conférences que tu fais en entreprise? Alors, les conférences, j'ai 3 grands axes, allez, 4, on va dire. Il y en a un, c'est vraiment, OK, comment est-ce que notre cerveau fonctionne? Et Mhm. qu'est-ce que ça implique justement sur notre vision de la réalité? Oui. Juste comprendre nos systèmes de perception, notre gestion de l'attention, comment est-ce que tout ça se combine dans notre cerveau et comment est-ce qu'on arrive à l'utiliser pour la tromper et créer un moment magique. Comment est-ce que tout ça, qu'est-ce que tout ça implique sur notre vision de la réalité? Qu'est-ce que la réalité du coup? Et ça déjà, c'est assez, ça rend assez humble. Ensuite, il y a ce qu'on vient de parler, la prise de décision. Clairement, comprendre les biais cognitifs, les déjouer, qu'est-ce qu'on doit mettre dans ce processus de prise de décision. Et puis les autres sujets que j'ai, c'est aussi la communication, parce que c'est quelque chose que j'ai travaillé forcément en tant que magicien, mais même avant, quand j'étais juste ingénieur informatique, faire des bonnes présentations, c'était quelque chose qui me paraissait essentiel à mon job quand j'étais consultant. Bien sûr. Puis j'ai coaché ensuite des gens pour des événements TEDx et des choses comme ça. Et puis il y a aussi la créativité, puisque c'est forcément une des clés importantes dans la magie. Mais le plus important dans toutes ces expériences-là, c'est que quand on m'invite sur un événement, que ce soit pour une conférence ou d'ailleurs pas de conférence, ce que je fais, c'est du sur-mesure. Moi, je cherche à remplir les objectifs. Je suis vraiment, quelque part, le conseiller, le bras droit de l'organisateur pour dire, OK, c'est quoi l'objectif de cet événement-là? C'est ça, OK, je vais adapter dans ce sens-là et ensuite, je vais piocher dans ma boîte à outils. Et à chaque fois, ce que je cherche à amener, c'est forcément du fun. On dit conférence, mais en fait, c'est surtout conférence-spectacle où on a quand même un peu de magie, beaucoup de contenu, puis un petit peu de magie encore de mentalisme et encore du contenu, etc., qui est disséminé comme ça par rapport à l'expérience qu'on veut donner au travers de l'événement. Génial. Un grand, grand, grand merci, Alex.
Merci de nous avoir éclairé sur notre manière de penser et sur le fait que vous l'avez découvert, je suis totalement prédictible et c'est ok. Mon cerveau est normal, c'est la bonne nouvelle. Un grand Exactement merci. ça. Voilà, un grand merci Alex pour tous ces enseignements et pour ce moment partagé. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets tous les liens. Si vous êtes des entreprises, n'hésitez pas, allez vite voir parce que je pense que Alex peut vous être d'une très très grande aide. Et je te dis à très très bientôt. Avec grand plaisir, Clément. Au revoir. Et n'oubliez pas, si vous voulez booster votre leadership, vous pouvez télécharger gratuitement mon e-book sur mon site internet. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Et pour vous abonner, vous cliquez à gauche. Et pour voir une autre vidéo, vous cliquez à droite. Allez, à bientôt.